Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis donc journaliste à RFI où je présente une émission quotidienne sur la santé depuis plus de 10 ans et je peux vous dire que je suis une convaincue du coup d'un système de protection sociale parce que plus on va en reportage dans les pays en développement, plus on voit que c'est important et je rentre en fait de Guinée-Conakry. Je vous rassure, je ne suis pas contagieuse. Je n'ai pas attrapé Ebola, pas d'inquiétude. Donc l'objectif de ces conférences ID4D, c'est vraiment d'avoir un échange avec des participants, mais aussi avec la salle. Vous retrouverez l'intégralité de cette conférence dans une semaine sur le blog ID4D pour le développement. Vous voyez l'adresse qui s'inscrit ici. Et pour être d'ailleurs averti de la mise en ligne, vous pouvez tout simplement aller sur le blog, vous cliquez sur le bouton « Rejoignez la communauté » et vous serez tenu au courant du moment où est mis en ligne cette conférence. Vous trouverez aussi sur ce blog les autres conférences, des synthèses, des débats aussi. Et vous savez que maintenant, l'AFD, l'Agence française pour le développement, organise très régulièrement ces conférences débats, 1 à 2 fois par mois. Je vous propose un débat en 2 parties. Vous aurez évidemment la parole dans la salle et vous pourrez poser des questions, donner votre point de vue. Une première partie qui est finalement pourquoi cette protection sociale est-elle importante en Amérique latine. Et puis une deuxième partie qui sera plus importante sur laquelle on s'étendra plus longuement, c'est comment mettre en place de façon très concrète un système de protection sociale. Martin Hirsch, je vais vous redonner la parole tout de suite justement sur cette question du pourquoi. Une petite précision sur vous. On sait que vous êtes effectivement directeur général de la PHP, de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Vous avez été aussi membre du groupe de travail de Michelle Bachelet sur le socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive. Et vous avez aussi sorti le livre Sécu Objectif Monde. Alors pourquoi cette protection sociale est-elle importante, et particulièrement en Amérique latine, puisque c'est le continent qui nous intéresse aujourd'hui? Oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité, donner l'occasion de discuter de ce sujet qui m'est cher. Pourquoi en Amérique latine? Parce que c'est nécessaire dans le monde entier. Ce qui va de soi pour des pays européens qui ont passé un siècle et demi à construire leur système de protection sociale, est vrai dans l'ensemble des pays du monde. Et non seulement c'est vrai dans l'ensemble des pays du monde, mais je pense que ce qui est important à noter, c'est là-dessus qu'on a aussi beaucoup travaillé dans la commission Bachelet, c'est sur le fait qu'on changeait de paradigme par rapport à la séquence des choses. C'est-à-dire qu'on a vécu longtemps avec l'idée qu'il fallait d'abord atteindre un certain PIB par tête, un certain niveau de développement, et qu'ensuite on pouvait se préoccuper de construire un système de protection sociale. Et je pense que le consensus a un peu changé là-dessus, et de dire que la construction du système de protection sociale accompagne le développement, consolide le développement, consolide la croissance, est facteur de stabilité et de lutte contre l'instabilité. Parmi les facteurs d'instabilité sur lesquels agit la protection sociale, il y a les inégalités. Il faut pas oublier que le système de protection sociale a un double effet sur les inégalités, puisque à la fois il vient en soutien aux redistributions de revenus, c'est les programmes célèbres, Progress, qui ont été mis en place au Mexique, Bolsa Familia au Brésil et plusieurs autres. Donc c'est des mécanismes de soutien, soit aux familles, soit aux populations les plus vulnérables. Et puis il est financé par des prélèvements, et des prélèvements qui font de la redistribution. Donc on est sur un continent sur lequel il y a un grand nombre de pays, à commencer par le Brésil, qui ont des inégalités très fortes. L'indice de Gini, il est très élevé au Brésil, et il a diminué pendant les 2 mandats de Lula, notamment par la mise en place de ces programmes. Donc, je dirais, ça, c'est des premières raisons qui expliquent pourquoi est-ce que l'ensemble des pays, dont les pays d'Amérique latine, ont besoin d'un système de protection sociale. La deuxième raison, à mes yeux, c'est que beaucoup de pays ont passé des années à mettre en place des programmes ciblés, séparés les uns des autres, qui pouvaient être ciblés sur telle ou telle partie de la population très pauvre, ou telle partie de la population très rurale, ou telle cible parmi la population des femmes ayant des enfants en bas âge, et que je pense que, ou des programmes d'aide, ou des programmes humanitaires, ou des programmes moitié humanitaires, moitié publics, ou des initiatives privées, de grandes entreprises privées qui développaient
j'allais dire, des petits îlots de protection sociale autour de leurs implantations. Et je pense qu'il y a eu la prise de conscience ces dernières années qu'on était à la limite d'un système fait par programme et qu'il fallait un système systématique parce que c'est le seul qui a même de remplir toutes les missions qu'on attend de la protection sociale. Et donc on ne peut pas simplement continuer à vivre par ces programmes. Puis ensuite, la protection sociale, elle s'adresse aux principaux risques, aux risques de la santé, aux risques liés à la pauvreté elle-même, au risque du vieillissement. Et il ne faut pas oublier que le vieillissement est un phénomène universel. Et donc on a un certain nombre de pays, en Amérique latine comme en Asie, comme un peu en Afrique d'ailleurs aussi, qui connaissent à la fois une population jeune et une population vieille, et que s'il n'y a aucun mécanisme de transfert qui est prévu vers les générations les plus élevées, les gains qu'ils ont pu faire au cours de ces dernières années grâce à la croissance de réduction de la pauvreté peuvent s'annuler parce qu'il y a toute une population qui rebasculerait dans la pauvreté une fois sortie de l'âge actif. Et donc la nécessité de mettre des systèmes de transfert globaux sur l'ensemble de la société sont aussi la seule manière de pouvoir prolonger les efforts ou les résultats obtenus ces dernières années en matière de sortie de la pauvreté. Et puis quand on peut donner beaucoup de raisons, il y en a une qui me paraît aussi importante, c'est que la protection sociale, c'est un ensemble, c'est pas simplement un système d'assurance, c'est un système qui repose aussi sur une offre, notamment dans le domaine de la santé, sur une offre de soins, et que la manière la plus sûre de pouvoir développer et consolider un système d'offres, c'est bien évidemment qu'il soit solvabilisé. C'est ce qu'on a connu dans nos pays européens. Si la paix a plus de 150 ans, c'est parce que la sécurité sociale est venue solvabiliser la possibilité de se faire soigner. Donc de la même manière, sauf à continuer comme certains pays qui ont mis en place des systèmes extrêmement performants pour quelques pourcents de la population, le fait d'avoir par exemple un réseau de santé, un réseau hospitalier qui soit performant à l'échelle du pays, va de pair avec un système d'assurance maladie, un système de protection sociale. Et comme ces pays veulent bien évidemment augmenter l'espérance de vie, diminuer la mortalité infantile, etc., etc., ils ont besoin de cela. Alors on le voit... et c'est ça ce que je pense très intéressant, c'est que les deux se développent en même temps. Quand on regarde le Mexique est un pays où le président Neto, aux dernières élections, a été élu sur un programme de couverture maladie universelle, de système de retraite généralisé, qui est un des éléments clés de son programme. Je crois qu'il a été élu il y a 18 mois ou il y a 2 ans, qu'il essaye de mettre en œuvre, tout en mettant en œuvre des programmes de santé, de prévention de l'obésité, etc., etc., et sur lesquels ils ont effectivement une sorte de course de vitesse qui est réalisée pour pouvoir, dans des périodes de temps qui ne se chiffrent pas en décennies, mais plutôt en années, pouvoir le faire. Alors quand on regarde à l'autre bout de la planète, quand on sort de l'Amérique latine, on voit que certains pays ont réussi à faire des changements considérables dans une échelle de temps plus courte. Je pense à la Chine, par exemple, qui a développé au cours de ces dernières années, à la fois du côté de l'assurance maladie et un peu du côté du grand âge, des programmes à échelle tout à fait considérable. Et donc c'est aussi cette démarche qui est intéressante, j'allais dire différente d'un pays à l'autre, mais intéressante sur le continent sud-américain. Et pourquoi est-ce que c'est aussi intéressant pour nous, pays occidentaux, que ces pays se dotent d'un système de protection sociale ? Il y a en partie les raisons que vous avez dites. Alors, il y a une première raison, je reviens sur la question de la protection sociale est un facteur de stabilité dans le monde, et les pays occidentaux ont intérêt à ce qu'il y ait le plus de stabilité possible dans le monde. On le voit. Donc la protection sociale est un élément de stabilité planétaire. Il y a beaucoup d'enjeux planétaires. Il y a des enjeux, j'allais dire,
de principes. Nos pays sont porteurs d'un certain nombre de valeurs qu'ils cherchent à faire partager. Et donc il y a autour de la protection sociale un certain nombre de valeurs qui sont aussi importantes à partager que quand on va essayer de planter les drapeaux des droits de l'homme aux quatre coins du monde. Et puis ensuite, il y a un intérêt effectivement de stabilité économique et de stabilité des échanges économiques. Vous l'avez indiqué. Le fait que la protection sociale accompagne d'abord l'élévation du niveau de vie, conduit à organiser le financement de la protection sociale, et par définition, c'est l'anti-dumping social qu'on a dénoncé ces dernières années. Donc il y a un effet, j'allais dire, évident que l'on voit. Alors, j'allais dire l'effet qu'on a vu le plus ces dernières années, c'est plutôt, je pense aux pays asiatiques, plutôt un effet d'augmentation de salaire qui a eu effectivement un impact sur les écarts, hein, à tel point, je rappelle que les États-Unis considèrent que d'ici 3-4 ans, il n'y a plus aucun intérêt à délocaliser des productions dans des pays comme la Chine, que la question qui se pose entre le continent sud-américain et le continent nord-américain se pose aussi dans des termes assez différents de des termes dans lesquels il se posait il y a quelques années. Et donc, il est évident que le fait que la protection sociale soit partagée est aussi un facteur de réduction des inégalités, que ce soit les inégalités de coûts, les inégalités de revenus, les inégalités d'espérance de vie au sein de la planète. Je vais donner la parole à Valérie Schmitt. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure pour qu'on voit le comment faire pour installer ces systèmes de protection sociale. Valérie Schmitt, vous êtes chef du service de la politique sociale, de la gouvernance et des normes au sein du département de protection sociale du BIT, du Bureau international du travail. Vous avez, j'imagine, envie de compléter. Pourquoi, pour vous, c'est important, même si Martin Hirsch a déjà dit beaucoup de choses? Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Martin Hirsch sur la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'Amérique latine a montré la voie à de nombreux autres pays du monde dans l'extension de la protection sociale et du socle de protection sociale. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que toute la population mondiale ait accès à un minimum de protection sociale qui inclut, comme Martin Hirsch l'a expliqué, l'accès aux soins de santé essentiels, la sécurité du revenu pour les enfants, pour les personnes en âge de travailler et les personnes dans la vieillesse. Et l'Amérique latine, par un certain nombre de programmes non contributifs, a permis effectivement d'étendre la protection sociale aux personnes qui en étaient exclues. Plus étonnamment et de manière plus intéressante pour nous, nous nous battons actuellement dans un grand nombre de pays comme l'Indonésie, comme des pays d'Asie du Sud-Est, des pays africains également, pour essayer, au-delà du socle de protection sociale, d'essayer de faire en sorte que de plus en plus de personnes aient accès aussi à une meilleure couverture, à une meilleure protection, en utilisant des régimes partiellement contributifs. Et là aussi, l'Amérique latine nous a montré la voie, puisque par un ensemble de mécanismes de simplification administrative pour collecter des taxes, pour collecter des contributions sociales, certains pays d'Amérique latine, comme l'Uruguay, comme le Brésil, ou l'Argentine, ont réussi à inclure progressivement des personnes qui travaillent à leur propre compte, donc des micro-entrepreneurs, des micro-entreprises, dans les systèmes contributifs de protection sociale. Et donc ça, pour nous, c'est très très intéressant comme initiative récente en matière d'extension de la protection sociale. Julie Baron, est-ce que vous avez aussi envie de rajouter quelque chose sur le pourquoi est-ce important, ces systèmes de protection sociale? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais aller vite, mais alors peut-être plus spécifiquement pourquoi pour l'AFD en Amérique latine. Dire qu'en Amérique latine, on a un mandat d'intervention qui est celui de la croissance verte et solidaire, donc de favoriser des processus de croissance qui soient verts et solidaires, y compris dans le champ du capital humain, à travers la promotion de dispositifs de protection sociale qui soient efficients, durables, inclusifs. Ce mandat, concrètement,
concrètement, il s'est décliné dans nos pays d'intervention en Amérique latine à travers différents axes d'orientation stratégique qui ont été par exemple l'appui à des politiques de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, notamment au Mexique, de réponse aux défis de l'urbanisation, par exemple à Medellín en Colombie, sur l'appui à une politique urbaine intégrée en faveur des quartiers les plus défavorisés. Également sur des programmes de mise à niveau des services publics, notamment en santé, en éducation. Je pense à une intervention en République dominicaine. Et puis plus récemment sur la protection sociale en Colombie, comme je pourrais vous le dire tout à l'heure. Je pense que de façon plus large, intervenir sur ces questions, sur le champ de la protection sociale, nous permet aussi à l'AFD de mettre en application des positions qui sont portées par la France très fortement au niveau international. On se souviendra que c'est la présidence française du G20 en 2011 qui a promu les socles de protection sociale, que c'est la France qui a porté la résolution sur la couverture santé, la promotion de systèmes de couverture de santé universelle devant l'Assemblée générale des Nations Unies et qui a été adoptée fin 2012. On l'a vu avec les collègues Monsieur Hirsch et puis les collègues du BIT, l'Amérique latine est un terrain fertile et elle est très intéressée, très impliquée sur ces questions, comme peut le montrer notamment, un exemple parmi d'autres, les programmes de coopération très importants qui sont développés entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Je pense notamment au programme Eurosocial, et la Décry qui est dans la salle pourrait nous en dire un peu plus tout à l'heure. Voilà, peut-être pour finir sur la protection sociale à l'AFD, vous dire, mais Jean-Marc Gravellini l'a déjà dit en introduction, qu'on est déjà présent sur le sujet dans toutes nos géographies d'intervention et qu'on cherche à se structurer davantage, à la fois valoriser ces interventions et essayer de définir comment intervenir davantage sur les questions. Et tout à l'heure, vous nous parlerez effectivement plus précisément de la Colombie et de ce que l'AFD soutient en fait en ce moment en Colombie. On va voir maintenant, donc, dans cette deuxième partie, on va y passer plus de temps sur comment mettre en place un système de protection sociale. Est-ce que la France a un rôle à jouer? Martin Hirsch, quels sont les principes à respecter pour la mise en place d'un bon système de protection sociale? Alors, moi, je pense que la France a un rôle à jouer à partir du moment où elle change par rapport aux méthodes qu'elle utilisait jusqu'à présent. J'ai légèrement caricaturé, je ne voudrais pas être trop caricatural, mais effectivement, on a passé du temps à penser que la meilleure manière, c'était d'aller vendre la transposition de notre organisation de protection sociale, pour aller vite, c'est-à-dire d'aller leur dire qu'on allait leur vendre des CEPAM, des URSAF, des formulaires, des bordereaux, des textes constitutionnels, des lois. Voilà. Donc on a un peu sillonné le monde en allant convaincre qu'il fallait mettre dans la Constitution des machins, puis faire des grandes lois organiques qui disaient qu'il y avait des caisses de sécurité sociale, etc. Et donc on trouve un certain nombre de pays qui ont suivi ces conseils et qui se retrouvent avec des tas d'institutions qui concernent à peu près 2-3% de la population. Donc ça, je ne pense pas que ça soit la bonne méthode. Je le dis d'autant plus que, justement, c'est ce que j'esquissais dans ma première intervention, je pense qu'il faut avoir conscience que tous ces pays sont capables de sauter un certain nombre d'étapes que nous avons franchies, et nous n'avons pas besoin de leur proposer de faire le même parcours initiatique que celui que nous avons fait en plus d'un siècle. La dématérialisation a un impact majeur. Donc on peut aujourd'hui organiser du transfert financier au fin fond des États brésiliens avec un téléphone portable, etc. Donc avec l'identification digitale, etc., etc. Donc je dirais le premier conseil, c'est de bien intégrer la question des principes avec la question des technologies, des nouvelles technologies pour faire cela. La deuxième chose, c'est en revenir aux fondamentaux. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé pendant ces années de la commission Bachelet, et puis où on a pas mal sillonné le monde à travailler, à réfléchir là-dessus, c'est que finalement, on trouvait des problématiques communes, posées dans des termes très différents, dans des pays pour lesquels à la fois le niveau de vie et le niveau de protection sociale étaient très différents.
quand en France, on a des grands débats sur quelle est la part de reste à charge de dépenses out of the pocket, comme on dit en anglais, pour à la fois stabiliser un système de santé, apporter une contribution du patient sans pour autant exclure et introduire des barrières financières. Donc c'est des choses qu'on pose en France, dans un pays où il doit y avoir 6 000 euros de dépenses annuelles, et on se pose la question de comment organiser nos 80% de prise en charge par la sécurité sociale. Ça se pose dans des termes voisins, dans des pays qui consacrent $60, $80 ou $90 ou $100 par tête à des dépenses de santé pour lesquelles la répartition qu'il peut y avoir entre les débats qu'on peut avoir sur la responsabilisation du patient, est-ce que si c'est gratuit, ça va être moins efficace, etc., se pose. De la même façon, le lien qu'on peut faire entre l'éducation et les allocations familiales était strictement au cœur du programme de Lula sur Bolsa Familia. Donc il y a des choses sur lesquelles effectivement la question de principe peut se poser. Et la France a apporté quelque chose, même plusieurs choses. La première, c'est le choix d'un système de protection sociale extensif qui couvre l'ensemble de la population et pas de système qui soit spécialisé sur les publics pauvres mais d'un système englobant et universel. Et c'est très important en matière de solidité financière. C'est aussi très important en matière de durabilité. Tout pays qui met en place un système de santé pour les pauvres et un système de santé pour les riches est un pays qui se condamne au bout de quelques années à ce que le système pour les pauvres n'ait plus de médecins, d'infirmiers qui y travaillent, de médicaments qu'on y délivre, etc. Tout pays qui conçoit son offre de santé avec un système qui est ouvert à l'ensemble des catégories de la population est un pays qui a une chance que, comme on est obligé d'avoir certaines exigences pour les catégories les plus aisées de la population, que ça tire l'ensemble. Donc ça, c'est ce genre de choses, à mon avis, sur lesquelles on a tâtonné en France, on a travaillé, on a de l'expérience, et qui sont des choses sur lesquelles on a quand même des principes assez solides, qui peuvent être assez opérationnels et sur lesquels on peut s'appuyer pour intéresser des pays qui veulent aller le plus vite possible d'une protection sociale grosso modo construite autour de certaines catégories protégées, de programmes autour de publics pauvres et qui veulent aller englober l'ensemble de la chaîne. Donc ça, on peut arriver en étant assez crédible sur la manière dont on le conçoit. En matière de santé, je pense que c'est patent, y compris pour notre modèle d'hôpitaux publics branchés sur une assurance maladie devenue universelle. Donc, je pense qu'il faut effectivement éviter certaines erreurs, qu'il faut bien caler les ambitions à ce qu'est la réalité d'un système dans lequel vous avez, dans beaucoup de pays, des gens qui sont très pointus sur ces sujets. Il y a une chose aussi importante qui est de favoriser, comme on l'a vu avec l'OIT, essayer de s'immiscer aussi dans des discussions sud-sud et pas simplement avoir une vision du transfert nord-sud. Il y a aujourd'hui, je vois par exemple le Brésil et l'Afrique du Sud travaillent depuis 2 ou 3 ans ou 3 ou 4 ans en échange de bonnes pratiques sur les questions de protection sociale et font appel à des pays comme la France dans ce schéma-là, mais pas dans un schéma dans lequel on arrive en leur disant qu'on va leur vendre la CMU, la retraite complémentaire, la GIRC, l'ARCO, le machin, le truc, le bidule, dont ils n'ont rien que ça n'intéresse pas. Donc voilà les choses. Et puis il y a une chose qui est tout à fait importante aussi, j'évoquais les questions de tâtonnement, sont des pays avec lesquels on peut travailler. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi important pour l'AFD sur les méthodologies de mise en place et d'évaluation. L'Amérique latine est très intéressante de ce point de vue-là parce que depuis longtemps, elle a travaillé
sur des programmes expérimentaux, évalués, avec une certaine partie de la population rentrant dans ces programmes, l'autre non. C'est le Mexique qui a commencé avec Progress, qui a été fait avec l'aide de Bourguignon d'ailleurs, quand il était à la Banque mondiale, a monté un système d'évaluation aléatoire avant d'aller vers la généralisation. Le Brésil a aussi travaillé dans cette veine-là sur certains programmes. On trouve des pays d'Amérique centrale qui ont monté des programmes tout à fait intéressants d'évaluation, de supplémentation nutritionnelle pour les enfants et de démonstration des impacts qu'ils pouvaient avoir sur l'économie, des impacts qu'ils pouvaient avoir sur la santé bien évidemment, mais de manière tout à fait évaluée. Et c'est des choses sur lesquelles donc on retrouve dans d'autres pays du monde aussi, notamment asiatiques, et sur lesquelles la France a un certain savoir-faire, qu'elle a surtout déployé à l'étranger et pas suffisamment en France, mais qu'elle a un peu déployé en France et pour lequel elle a un certain nombre de méthodologistes, d'économistes qui peuvent travailler sur ce type d'approche. Donc voilà quelques exemples, je pourrais en donner d'autres, mais qui me paraissent les plus importants. Et Julie Baron, vous allez justement nous donner un exemple sur la Colombie. D'abord, justement, pourquoi la Colombie s'est tournée vers l'AFD quand elle a voulu mettre en place un système de protection sociale ? Alors, effectivement, la Colombie nous a sollicité il y a un peu plus d'un an maintenant, oui, ça fonctionne, pour l'appuyer dans la réforme en fait, de son système de sécurité sociale en santé. Et la demande était très très claire et très affirmée de la part du ministère des Finances, qui était en fait en demande d'un retour d'expérience sur l'expérience française en termes d'assurance maladie. Et donc on a eu un courrier très exhaustif qui expliquait que le système santé et le système de protection sociale en santé français étant reconnus à l'international, et les principes de solidarité, d'universalité qui le fondaient étant ceux que le gouvernement colombien voulait développer, enfin voulait réaffirmer à travers sa réforme, la Colombie souhaitait rentrer en contact sur ce sujet en particulier avec la France, et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont saisis pour les appuyer. Au début, donc c'est en réponse à cette demande de France qu'on a instruit un appui à la Colombie que je pourrais détailler plus tard. Et on a vu, quand on est entré en contact avec nos partenaires colombiens, qu'effectivement, ils étaient très, très demandeurs d'échanges avec des pairs, des technologies françaises en santé et des outils, comme le disait très bien M. Hirsch, les processus, les démarches, les outils qui ont pu être développés dans le système français et dont les partenaires colombiens savaient très bien comment s'en servir pour avancer eux-mêmes dans leurs réformes. Il me semble d'ailleurs que c'est cette bonne réputation, cette bonne image de la France sur le secteur santé à l'international qui a fait que notre ministère du Commerce extérieur en 2013 a choisi le secteur santé comme un secteur dont le ministère souhaite organiser la promotion à l'international au travers d'un programme qui s'appelle Mieux se soigner. Et donc on est sur la réputation autant en termes d'assurance maladie, mais aussi tout ce qui est qualité des soins, système hospitalier, surveillance épidémiologique. Et je crois que voilà, le système français, avec tous ses défauts, intéresse quand même d'autres pays. Et concrètement, du coup, quel est le système de protection sociale qu'a mis en place la Colombie, particulièrement sur la question de l'assurance maladie, puisque c'est ce que vous suivez, ce que suit l'AFD? Alors, en fait, en 1993, la Colombie a mis en place un système de couverture de risque maladie, d'assurance maladie obligatoire, donc à visée universaliste. Et qui a permis une évolution considérable de son niveau de couverture du risque maladie, puisqu'on est passé d'environ 24% à un système qui couvrait seulement le secteur formel et puis quelques, pour les plus nantis, des assurances privées, à un taux de couverture de l'ordre de entre 90 et 95% aujourd'hui, selon les sources. Et un niveau de paiement direct par les ménages qui est considérable, qui est comparable à la moyenne OCDE et qui dénote donc qui est assez exceptionnel par rapport au paysage latino-américain. C'est un système qui se décompose en deux régimes, un régime contributif qui est financé par les cotisations des salariés et des employeurs, et un système subventionné pour les gens les plus vulnérables, qui est financé partiellement par les cotisations du système contributif et par ailleurs par le budget général de l'État et des taxes. On est donc clairement dans un système qui s'affirmait mutualiste et universaliste, voulant couvrir l'ensemble de la population,
Et en termes de mise en œuvre, le choix de la Colombie était de passer par un marché régulé, un marché régulé, en ouvrant le champ de l'assurance à tout type, à la compétition et avec beaucoup d'assureurs privés. Donc on est un peu dans le modèle à l'américaine où un patient ne peut accéder qu'à un nombre restreint de prestataires en fonction de l'organisme d'assurance auquel il est affilié. Et donc autant il y a eu une réussite, une progression considérable en termes de niveau de couverture maladie, je l'ai dit, de 24% à 90%, autant le système actuel présente des faiblesses qui sont importantes et qui me semblent être de trois ordres. Le premier, c'est en termes d'équité aux soins, à l'accès aux soins. On a des populations qui le périmètre du panier de soins remboursés reste différent entre le régime contributif et le régime subventionné, et puis d'un assureur à un autre en fait. Et par ailleurs, on a une disponibilité de l'offre de soins qui est telle que on a des distances aux prestataires de santé très très différents. Donc équité à l'accès à l'offre de soins. Une dégradation de la qualité des soins finalement, et puis sa qualité très différente d'un prestataire à l'autre, puisque les assureurs n'ayant pas d'incitation à des bons résultats de santé, ils ne contrôlent pas les prestataires de soins. Par ailleurs, il leur arrive de les payer en retard ou partiellement, et ce qui fragilise les prestataires de santé. Et puis le troisième point, c'est côté financier, une augmentation très importante des coûts. On est passé de 4 milliards d'euros en 2000 à 15 milliards d'euros en 2011, et notamment en raison de l'inflation très forte des dépenses de médicaments. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un contexte de crise, et c'est un consensus, c'est quelque chose qui est consensuel en Colombie, que disent tous les acteurs. Et dans ce contexte-là, l'État colombien s'est engagé à compter de 2011 dans une réforme de ce système de sécurité sociale en santé, qui considérait différents éléments importants du système, à savoir redéfinir le panier de soins et le faire converger entre les deux régimes, redéfinir le rôle des assureurs, réguler davantage tout le système, essayer de travailler un modèle de santé spécifique sur les territoires isolés. Donc l'État colombien est engagé dans ce dispositif général de réforme, et c'est là-dessus qu'il a sollicité l'appui de l'AFD. Vous nous direz tout à l'heure en quoi consiste justement l'aide de l'AFD, mais ce sera bien qu'il y ait d'abord des questions dans la salle. Mais Valérie Schmitt, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, pour le BIT justement, pour mettre en œuvre, comment faire pour mettre en œuvre un système de protection sociale ? En général, donc. En Amérique latine, là, puisqu'on essaie de parler, mais on a bien compris que ça pouvait concerner le reste du monde. Ouais. Donc pour le BIT et pour les 185 pays membres de l'organisation qui ont adopté la recommandation sur les socles de protection sociale en juin 2012, on a une stratégie avec deux directions. La première direction, c'est de mettre en place des socles de protection sociale. Donc c'est un minimum de protection sociale qui doit être universel, accessible à tous. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, qui inclut accès aux soins de santé et protection sécurité du revenu pour les enfants, les personnes en âge de travailler et les personnes âgées. Cela veut dire que tous les enfants doivent pouvoir avoir accès à l'école, à la nutrition et aux soins infantiles, que les personnes en âge de travailler, lorsqu'elles sont au chômage, handicapés, etc., doivent avoir une sécurité du revenu, et que les personnes âgées doivent pouvoir avoir accès à des pensions de retraite et puis éventuellement une assurance dépendance ou quelque chose comme ça lorsqu'elles deviennent dépendantes. Donc pour ce qui est de l'Amérique latine, pour établir des socles de protection sociale, même si beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup à faire. En matière de santé, encore 18% de la population d'Amérique latine n'a pas accès aux soins essentiels, donc il reste encore un petit bout de chemin à faire. Et c'est vrai que des expériences comme la Colombie sont très intéressantes, puisque la Colombie est arrivée à 97% de couverture en l'espace de quelques années. Pour les enfants, on parle beaucoup de Bolsa Familia, Oportunidades, etc. Actuellement, les cash transferts pour les enfants, les familles avec enfants, couvrent 19% des personnes, des familles.
Donc il reste encore pas mal de choses à faire, notamment pour la frange de la population qui n'est pas extrêmement pauvre, mais qui n'est pas non plus extrêmement aisée. Et dans le cadre des régimes contributifs, donc pour les personnes du secteur formel, ce qu'on remarque en Amérique latine, c'est que la majorité des pays n'ont pas de système d'allocation familiale pour les familles donc avec enfants. Donc il reste encore pas mal de choses à faire. Pour les travailleurs ou les personnes en âge de travailler, là il y a un énorme problème en matière de protection en cas de chômage. Puisque seulement 5% des chômeurs en Amérique latine ont accès à une protection en matière de chômage. J'utilise bien le mot protection et pas assurance, puisqu'on sait que parmi les personnes en âge de travailler, certaines effectivement travaillent dans le secteur formel et donc devraient avoir droit à une assurance chômage, mais celles dans l'économie informelle ou les petits micro-entrepreneurs, etc., devraient, on sait bien que c'est très difficile de mettre en place une assurance chômage pour ces personnes-là, mais au moins une sécurité du revenu ou des systèmes qui ont été mis en place dans certains pays comme l'Argentine, qui permettent quand même d'avoir une sécurité de revenu quand on perd son emploi. Et pour les personnes âgées, là, il y a énormément de choses qui ont été faites en Amérique latine, mais encore 44% de la population n'a pas de sécurité du revenu au-delà d'un certain âge. Donc, il y a encore des choses à faire sur le socle. Après, en termes de du comment on fait. Comment ? Alors comment le BIT pousse pour des régimes universels qui visent à donner, à offrir des prestations au minimum de base pour toutes les personnes qui ne sont pas encore couvertes. Pour les personnes qui sont capables de contribuer, donc, et là c'est là où c'est assez intéressant, puisqu'en Amérique latine, on a quand même un potentiel pour inclure aussi des personnes qui sont capables de contribuer dans des régimes semi-contributifs, donc partiellement subventionnés, comme c'est le cas en Colombie pour la santé. Là, il y a un potentiel en Amérique latine, et du coup, ça nous permettrait d'envisager l'extension de la protection sociale via, en fait, un ensemble de mécanismes, donc non contributifs pour les personnes qui ne sont pas capables de contribuer, mais aussi partiellement contributifs pour les personnes qui sont capables de contribuer. Et là, on voit que par des campagnes de simplification administrative, des campagnes de communication, l'extension de la protection sociale à certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs domestiques, et puis une subvention partielle des cotisations. Certains pays ont déjà réussi à étendre significativement la protection sociale à ces populations qui ne sont pas suffisamment pauvres pour bénéficier des programmes pleinement subventionnés, mais qui ne sont pas non plus dans l'économie formelle.